Ma femme, issue d'une famille riche, m'a exigé de signer un contrat de mariage avant notre union, puis elle m'a trompé. Aujourd'hui, elle me supplie de me réconcilier, parce que je la laisse sans un sou. Salut tout le monde. Il est 3 heures du matin, je suis allongé dans le noir à fixer le plafond, et je n'arrive pas à chasser la colère de ma tête. Jamais je n'aurais cru être ce type qui vient raconter sur Internet que sa vie est en train de s'effondrer. Et pourtant, me voilà. Ma femme, 45 ans, avec qui j'ai passé plus de 20 ans, m'a trompé. Voilà, c'est dit. 20 fichues années. Je lui faisais confiance pour tout. Mon temps, mon amour, mes enfants, et elle a tout détruit pour un type à peine plus âgé que nos gosses. Je ne suis même pas encore vraiment en colère. C'est plutôt une douleur sourde, anesthésiante, qui prend tout son temps pour s'installer. Mais bon, l'histoire ne commence pas ici. Elle commence bien avant. Avant la trahison. Avant l'adultère. Avant que tout ne s'écroule. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à la fac, au début de la vingtaine. L'histoire typique, je suppose. Je n'avais pas grandi dans le luxe. Mes parents travaillaient dur, mais on n'était pas riches. Ma femme, elle, venait d'un tout autre monde. Son père possédait de grosses entreprises, et sa mère organisait des galas de charité comme si c'était son métier. Dès nos premiers rendez-vous, j'ai compris que ses parents ne m'aimaient pas. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais ça se voyait dans leur regard, dans la façon dont sa mère me questionnait sur mes projets d'avenir, comme si j'étais en entretien d'embauche. Mais je l'aimais, et elle m'aimait. C'était tout ce qui comptait pour nous. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand nous nous sommes fiancés, sa famille a sorti la bombe du contrat prénuptial. Je me souviens de moi, assis dans leur immense salon, pendant que son père me fusillait du regard pendant que leur avocat m'expliquait les termes. En gros, si on divorçait un jour, elle ne me devrait rien et je n'aurais aucun droit sur la fortune familiale. À l'époque, honnêtement, je m'en fichais. Je ne l'épousais pas pour son argent, et je l'ai dit. J'étais un étudiant fauché, sans rien à apporter financièrement, donc pourquoi discuter? J'ai signé sans réfléchir. Avec le recul, je crois que c'est la première fois que j'ai accepté d'être traité comme quelqu'un d'inférieur. Comme si je comptais moins que leur nom de famille. Mais j'ai laissé couler. Je l'aimais, elle m'aimait, et c'était tout ce qui importait. Quelques années plus tard, on s'est mariés, notre première fille Christy est née, et la vie semblait belle. Je travaillais dur, je gagnais un revenu décent, pendant que ma femme restait à la maison avec le bébé. C'était son choix, et j'étais fier de pouvoir lui offrir cette stabilité. On avait parlé d'embaucher une nounou ou de mettre le bébé en crèche, mais elle voulait être là pour les enfants, et je l'ai soutenue. Au fil des années, on a eu 3 autres enfants, 2 garçons, Jacques et Daniel, et une autre fille, Jane. Je ne vais pas mentir, parfois, c'était serré financièrement, mais on s'en sortait toujours. Je travaillais plus. Elle s'occupait des enfants et de la maison. On formait une équipe, du moins, c'est ce que je croyais. Pendant tout ce temps, l'argent de sa famille facilitait sa vie. Il lui envoyait une allocation mensuelle, ou payait les vacances, les vêtements, les écoles privées des enfants. Grâce à eux, elle n'a jamais vraiment eu à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'était normal, apparemment. Et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Je continuais à payer la maison, les courses, les factures, tout ce qu'il fallait pour faire tourner le foyer. Puis, il y a environ 10 ans, l'argent de sa famille a commencé à s'évaporer. Je n'ai jamais su tous les détails, mais il y a eu des procès, de mauvais investissements, et les allocations ont cessé. Les entreprises de son père ont fait faillite. Sa mère a perdu ses précieuses œuvres caritatives. C'était comme assister à un lent déraillement, sauf que ce n'était pas mon problème. C'est à ce moment-là que ma femme a commencé à changer. Elle n'a pas cherché de travail, et je ne lui en ai pas demandé. J'ai simplement supposé qu'on continuerait comme avant. Mais elle est devenue amère, se plaignant sans cesse de tout ce qu'on n'avait plus, parlant du bon vieux temps, de la vie qu'elle menait avant que l'argent disparaisse. À l'époque, je pensais qu'elle avait du mal à s'adapter. Toute sa vie, avant moi, avait été faite de privilèges. Et maintenant, elle devait vivre comme tout le monde. Je croyais qu'on surmonterait ça. J'étais loin de me douter qu'elle allait tout foutre en l'air. Et voici ce qui fait le plus mal, après 20 ans passés à être celui sur qui tout reposait, à subvenir aux besoins de la famille pendant qu'elle restait à la maison, c'est le contrat de mariage qui l'a détruit, pas moi. Elle n'a droit à aucune pension alimentaire, c'était dans les termes, et à l'époque, elle et sa famille n'ont jamais imaginé que cela pourrait se retourner contre elle. Mais maintenant qu'elle m'a trompé, maintenant que je la quitte, elle réalise enfin ce que ce contrat signifiait réellement. Le seul bien que nous possédons ensemble, c'est la maison. Elle est payée, mais les taxes, l'entretien, et les frais de copropriété ne sont pas donnés. Une fois le divorce finalisé et la maison vendue, elle touchera sa part, bien sûr, mais après ça, elle devra se débrouiller seule. Je sais, ça paraît dur. Mais j'en ai fini. Elle a fait ses choix. Je n'ai jamais voulu ça. Je l'ai épousée par amour. Je lui ai donné 20 ans de ma vie. J'ai aidé à élever 4 enfants formidables. J'ai travaillé comme un fou pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de l'argent. Et elle m'a remercié en me trompant avec un gamin qui n'a probablement jamais payé une facture d'électricité. Je ne culpabilise pas de la laisser sans argent,
et je ne vois pas pourquoi je le ferais. Elle n'a pas culpabilisé quand elle m'a trompé. Les actes ont des conséquences, et maintenant, c'est à elle d'en assumer le prix. Je suppose que je devrais expliquer comment j'ai découvert l'affaire, parce qu'avec le recul, c'est presque irréel. Comment ai-je pu ne rien voir? Était-ce de l'aveuglement? Ou est-ce que je refusais de voir la vérité? Je me repasse tout dans ma tête, essayant de repérer le moment exact où elle s'est éloignée, où notre mariage s'est effrité sans que je ne m'en rende compte. Tout a commencé il y a quelques mois. Je rentrais de plus en plus tard du travail. L'année a été difficile, licenciement, pression constante. J'enchaînais les heures supplémentaires pour maintenir le cap. Ma femme, de son côté, semblait aller bien. Elle ne se plaignait même plus de mes horaires, ce qui, avec le recul, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je pensais qu'elle s'était simplement habituée. Un soir, je suis rentré et je l'ai trouvée en train de rire sur son téléphone. Quand elle m'a vu, elle l'a aussitôt posé. C'est là que je l'ai senti, ce fameux pressentiment que quelque chose clochait. Je l'ai ignoré au début, parce que franchement, que pouvais-je dire? Je n'aime pas la façon dont tu ris à ton téléphone? Ridicule. Mais ce sentiment ne m'a pas quitté. Au fil des semaines, elle est devenue de plus en plus secrète avec son téléphone. Elle l'emmenait partout, dans la salle de bain, à la cuisine, même au jardin pour arroser les plantes. Ce n'était pas son genre. Ma femme n'était pas du tout accro à la technologie. Elle se moquait même de moi pour ça. Et soudain, son téléphone était devenu son meilleur ami. Je me suis dit que je me faisais des idées. Après 20 ans de mariage, je pensais la connaître mieux que quiconque. Alors j'ai refoulé mes doutes, convaincu que ce n'était que du stress ou de la paranoïa. Mais ensuite, il y a eu ces fameuses courses imprévues. Elle a commencé à sortir plus souvent que d'habitude pour faire des courses. Toujours seule, toujours à des heures étranges. Je rentrais du travail, et les enfants me disaient « Maman vient juste de partir chercher des courses » ou « Elle est partie acheter un cadeau pour quelqu'un ». Le point de bascule est arrivé le jour où j'ai vu sa voiture garée sur un parking commercial à l'autre bout de la ville. Ce jour-là, j'avais quitté le travail plus tôt que prévu parce qu'une réunion avait été annulée. Je passais par là pour prendre un déjeuner rapide, quand j'ai aperçu notre voiture. Je me suis dit qu'elle devait faire des achats, mais en m'approchant, j'ai vu qu'elle était assise à l'intérieur, avec quelqu'un sur le siège passager. Je ne voyais pas bien son visage, mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas un de nos enfants. Je suis resté figé. Je me souviens d'avoir serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas voulu la confronter sur le moment. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'avais peur de ce que j'allais découvrir, ou peut-être que je voulais encore lui accorder le bénéfice du doute. Je suis resté là, à fixer la voiture pendant 1 minute, puis j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je n'ai plus réussi à la regarder comme avant. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque sourire qu'elle me lançait me paraissait faux, comme si je voyais une étrangère. Cette impression m'a rongé, et j'ai compris que je devais découvrir la vérité. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais je ne le regrette pas non plus. J'ai fouillé dans son téléphone. Elle l'avait laissé en charge dans la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche, c'était enfin ma chance. Le mot de passe n'avait pas changé, donc je suis entré sans problème. Et là, tout était là. Des dizaines de messages échangés avec quelqu'un nommé Ryan. J'ai tout lu, et mon estomac s'est noué un peu plus à chaque phrase. Il se voyait depuis des mois. Les messages n'étaient même pas prudents. C'étaient des textos pleins de sous-entendus, de flirts, parfois carrément obscènes. Des phrases comme « J'ai hâte de te revoir » ou « La nuit dernière était incroyable ». Il y avait même quelques photos. Rien d'explicite, mais suffisamment pour comprendre ce qui se passait. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je suis resté planté dans la cuisine, le téléphone de ma femme à la main, en tremblant. Ma tête bourdonnait. J'ai reposé le téléphone exactement à l'endroit où je l'avais trouvé et je suis sorti parce que je n'arrivais plus à respirer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dehors à fixer le vide, mais au bout d'un moment, je suis rentré. Elle est sortie de la salle de bain, les cheveux encore mouillés, et m'a demandé si je voulais regarder un film plus tard. Elle m'a souri. Comme si de rien n'était. C'est ça que je n'arrive toujours pas à digérer. Comment elle pouvait me mentir aussi facilement, me regarder droit dans les yeux et faire semblant que tout allait bien. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai dormi, ou fait semblant, de mon côté du lit pendant qu'elle ronflait doucement à côté de moi. J'étais allongé là, à fixer le plafond, en me demandant ce que j'allais faire. Une partie de moi voulait la réveiller sur le champ, la confronter, hurler, exiger des réponses. Mais une autre partie se sentait vide, comme si en restant silencieux, je pouvais encore prétendre que je n'avais rien vu. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Je n'ai rien dit à ma femme. Je suis simplement parti travailler, me suis garé sur un parking, et j'ai passé 1 heure à chercher un bon avocat spécialisé en divorce. J'en ai trouvé une très recommandée. Je ne voulais pas jouer. Je voulais savoir quelles étaient mes options, comment sortir de ce mariage proprement, sans me faire avoir. Mon avocate a été excellente. Elle m'a tout expliqué calmement et m'a dit de rester intelligent, pas émotionnel. Elle m'a conseillé de ne pas confronter ma femme tout de suite et de commencer à rassembler des preuves. Les textos étaient un bon début, mais il en fallait plus.
Alors pendant la semaine suivante, j'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai joué mon rôle tout en collectant discrètement des preuves, relevés bancaires, historique de localisation, capture d'écran des messages. J'avais l'impression d'être un fichu détective dans ma propre maison. C'était la pire semaine de ma vie. Finalement, j'en ai eu assez. Mon avocate a déposé les papiers du divorce, et ma femme a été assignée le lendemain matin. Son visage quand elle a ouvert l'enveloppe, je ne l'oublierai jamais, choc, confusion, peut-être même un peu de peur. Elle m'a regardé, et tout ce que j'ai dit, c'est « je sais ». Je n'ai pas crié. Je n'ai rien expliqué. Je suis simplement sorti de la pièce. Je n'oublierai jamais ce jour-là, parce que c'était la dernière fois où j'ai eu l'impression d'avoir encore un minimum de contrôle sur ma vie. J'étais loin d'imaginer que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Je vais être honnête, au début, quand j'ai découvert l'affaire, ma plus grande inquiétude était que tout reste entre elle et moi. Je ne voulais pas que les enfants soient mêlés à ça. Ils ne méritaient pas ce chaos. Et je ne voulais pas non plus briser leur relation avec leur mère. Je pensais que plus ils en sauraient peu, mieux ce serait. Je croyais les protéger. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi. Dès qu'elle a reçu les papiers du divorce, ma femme a décidé de renverser la situation. Au lieu d'assumer ce qu'elle avait fait, elle s'est précipitée vers nos enfants en pleurnichant. Je n'ai pas assisté à la scène, mais apparemment, elle les a tous réunis dans le salon et leur a dit que j'abandonnais la famille et que je divorçais à cause d'une seule erreur. Une seule erreur. C'est ainsi qu'elle a qualifié sa trahison. Comme si elle avait simplement oublié de sortir les poubelles ou raté un dîner. Jacques, notre plus jeune fils, 18 ans, a été le premier à venir me voir. C'est le plus terre à accent grave terre de la fratrie. Il a frappé à la porte de mon bureau un soir, s'est assis et m'a demandé franchement, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai essayé de rester simple. Je lui ai dit, « Ta mère et moi avons de sérieux problèmes, et nous n'allons pas rester ensemble. » Il a hoché la tête, a réfléchi une seconde, puis a demandé, « Elle t'a trompé ?» La question m'a frappé comme un coup de poing. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le devine si vite, mais Jacques a toujours été plus perspicace qu'on ne le pense. Je n'ai pas menti. J'ai dit, « Oui, elle l'a fait. » J'ai vu la colère passer dans son regard, mais il n'a rien ajouté. Il a simplement hoché la tête et est parti. Et c'est là que tout a commencé. Ensuite, les autres enfants ont commencé à poser des questions. Jane, 20 ans, m'a envoyé un message en premier. Elle est plus calme, plus réservée, et je crois qu'elle essayait juste de sonder la situation. Elle m'a demandé si c'était vrai que j'avais demandé le divorce. Quand j'ai répondu oui, elle a juste écrit « d'accord ». Pas de questions, pas de jugement. Jane a toujours été du genre à garder ses émotions pour elle, mais je pouvais sentir qu'elle était blessée. Daniel, 19 ans, lui, était plus affecté par la situation dans son ensemble. Il m'a appelé quelques jours plus tard pour me demander s'il n'y avait pas moyen d'arranger les choses, pour la famille. J'ai dû lui expliquer que la confiance, c'est tout dans un mariage, et qu'une fois perdue, elle ne revient jamais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me mentait en me regardant dans les yeux. Il a semblé comprendre, même s'il n'aimait pas la réponse. Et puis il y a Christy, 22 ans. Je la garde pour la fin, parce que sa réaction a été la plus difficile à encaisser. Christy a toujours été très proche de sa mère, bien plus qu'elle ne l'a jamais été avec moi. Ce n'est pas qu'on ne s'entendait pas, mais j'étais le parent strict, celui qui fixait les règles, pendant que sa mère jouait le rôle de la maman cool et indulgente. Alors, je n'ai pas été surpris qu'elle prenne son parti immédiatement. Mais ça m'a brisé le cœur. Elle est venue chez moi un soir, déterminée à me parler. Je l'ai laissée entrer, et elle n'a pas perdu une seconde avant de m'accuser, « Pourquoi tu fais ça à maman ?» C'est la première chose qu'elle m'a dite. Pas une question sur ce qui s'était passé, pas une demande pour connaître ma version de l'histoire, juste une accusation. Je suis resté calme, parce qu'au bout du compte, c'est toujours ma fille, et je l'aime. Je lui ai dit la vérité. Simplement et clairement. Sa mère m'a trompé. J'ai dit que je ne pouvais pas pardonner ça, et que je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. Christy a secoué la tête et s'est mise à pleurer. Mais elle est désolée, elle sait qu'elle a fait une erreur, et elle veut arranger les choses. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, « Christy, ce n'est pas quelque chose que tu répares. Ce n'est pas une assiette cassée que tu peux recoller. Ta mère a fait des choix qui ont détruit ce mariage. Je ne vais pas rester mariée à quelqu'un qui ne me respecte pas. » Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. « Tu abandonnes, » elle a dit. « Tu détruis cette famille juste parce que tu es trop fier pour lui pardonner. » C'est là que j'ai craqué à l'intérieur. J'avais envie de hurler. J'avais envie de crier que j'avais donné 20 foutues années à ce mariage, et que c'était sa mère qui l'avait détruit. Mais je me suis retenu, parce que crier n'aurait rien arrangé. À la place, je lui ai dit calmement, « Christy, je t'aime, mais c'est entre ta mère et moi. Tu ne comprends pas tout, et ce n'est pas à toi de réparer ça. » Elle est partie en colère, et pendant les semaines qui ont suivi, chaque fois que j'avais de ses nouvelles, c'était encore et toujours les mêmes supplications, les mêmes larmes, les mêmes demandes pour que je donne une seconde chance à sa mère. Je continuais de lui proposer de payer une thérapie, parce que je savais qu'elle souffrait, mais elle refusait. Elle répétait sans cesse qu'il n'y aurait rien à soigner si j'arrêtais simplement le divorce.
À ce stade, j'ai dû limiter les contacts avec elle pour ma propre santé mentale. Ça m'a tué de le faire, mais je ne pouvais plus avoir cette même dispute tous les jours. Je lui ai dit que je lui reparlerais quand les choses se seraient calmées, mais qu'en attendant, j'avais besoin d'espace. Les autres enfants sont restés plutôt neutres. Jacques a complètement cessé de parler à sa mère après avoir appris la tromperie. Jane essayait de rester en dehors de tout ça, mais je pouvais voir qu'elle me soutenait discrètement. Daniel, lui, était partagé, je crois, mais il gardait ses distances avec nous deux. Ma femme, par contre, elle a vu tout cela comme une arme. Elle savait que la réaction de Christy m'atteindrait, alors elle s'en est servie pour essayer de me manipuler. Soudain, Christy m'envoyait de longs messages sur combien sa mère regrettait ce qu'elle avait fait, combien elle méritait une seconde chance, et à quel point j'étais injuste. Je savais très bien d'où venaient ces mots. Ce n'était pas Christy. C'était sa mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma femme ne cherchait pas à sauver notre mariage. Elle cherchait à se sauver elle-même. Elle savait que le contrat prénuptial la condamnait, et maintenant, elle utilisait nos enfants comme des armes pour me faire céder. Cette prise de conscience m'a mis plus en colère que tout le reste. C'était comme si elle se fichait complètement des dégâts qu'elle causait, du moment qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. J'aimerais pouvoir dire que j'ai géré ça parfaitement, mais non. Voir mes enfants entraînés dans ce chaos, voir Christy se battre contre moi pendant que sa mère tirait les ficelles, ça m'a brisé quelque chose à l'intérieur. J'avais l'impression de perdre ma famille morceau par morceau, et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez déjà que les choses allaient mal. Mais ce qui s'est passé à l'anniversaire de Jane a tout fait basculer. C'est une nuit que je n'oublierai jamais, peu importe combien je le voudrais. Jane a eu 20 ans il y a 2 semaines, et on avait prévu un petit dîner de famille chez moi. Rien de spécial, juste les enfants, un gâteau et des pizzas. Quelque chose de simple, parce que Jane n'est pas du genre à aimer les grandes fêtes. Je savais que ce serait tendu, parce que c'était la première fois que ma femme et moi serions dans la même pièce depuis que j'avais demandé le divorce. Je n'avais pas non plus beaucoup parlé à Christy depuis notre dernière dispute. Mais je me suis dit que tout le monde pouvait faire un effort, juste pour une soirée. C'était quand même l'anniversaire de Jane. Quelques jours avant, j'ai envoyé un message à Christy et à ma femme pour leur dire une seule règle, ne pas parler du divorce. J'ai précisé que cette soirée était pour Jane et que je ne laisserais pas nos problèmes gâcher sa journée. Je pensais avoir tout prévu. Christy n'a jamais répondu à mon message, et ma femme non plus. J'aurais dû me douter que les choses allaient mal tourner. Le jour du dîner, tout le monde est arrivé. Ma femme a été la dernière, comme toujours. Elle devait toujours se faire remarquer. Elle est entrée avec Christy juste derrière elle, et immédiatement, j'ai senti la tension. Ma femme m'a souri comme si de rien n'était, et Christy n'a même pas daigné me regarder. Je n'ai rien dit, parce que je n'allais pas provoquer une dispute. Le dîner en lui-même était tendu. Les enfants essayaient tant bien que mal de détendre l'atmosphère, en plaisantant, en parlant du travail ou des études, mais on le sentait. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si un poids invisible planait sur nous tous. Chaque fois que ma femme disait quelque chose, ça sonnait faux, forcé, comme si elle faisait semblant que tout allait bien. Christy, elle, restait silencieuse, ce qui n'est pas du tout dans son habitude. D'ordinaire, elle parle sans arrêt, mais ce soir-là, à peine 2 mots. Puis est venu le moment du gâteau. Jane avait l'air heureuse, du moins en apparence. J'essayais de me concentrer sur elle, de lui faire sentir qu'on la célébrait, même si l'ambiance était tendue. Mais dès que les bougies ont été soufflées et qu'on a commencé à couper le gâteau, ma femme a décidé que c'était le moment parfait pour son petit discours. N'est-ce pas agréable d'avoir toute la famille réunie, a-t-elle dit en levant son verre, comme si on était dans un film de famille parfaite. C'est tellement important de mettre nos différends de côté et de se rassembler pour ceux qu'on aime. Je me suis figé. J'ai senti le sang me monter au visage, parce que je savais exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas pour Jane ni pour son anniversaire. C'était à propos du divorce. Elle essayait de me culpabiliser devant nos enfants, et le pire, c'est qu'elle le faisait sous les airs d'une mère aimante. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé Jane, et elle a baissé les yeux, clairement mal à l'aise. Jacques, le plus jeune, a été le premier à rompre le silence. « T'es sérieuse, là ?» a-t-il dit en fusillant sa mère du regard. « Tu pouvais pas te taire juste une soirée ?» Ma femme a essayé de jouer les innocentes. « Quoi ? Je dis juste que c'est bien d'être ensemble, c'est tout. » Jacques n'a pas lâché. « Non, ce n'est pas tout. Tu ramènes encore tout à toi, comme toujours. » C'est là que Christy est intervenue, elle ne ramène pas tout à elle, a-t-elle répliqué sèchement. Elle essaie de réparer les choses. C'est la seule qui essaie de garder cette famille unie. À ce moment-là, ma tête bourdonnait. Je voulais arrêter tout ça avant que ça dégénère, alors j'ai dit, assez. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mais c'était trop tard. Jane, qui était restée silencieuse toute la soirée, a soudainement claqué sa fourchette sur la table. « Oh mon Dieu, arrêtez !» a-t-elle crié. « Christy, tu prends le parti de maman juste parce que tu l'as aidé à tromper papa. » Le silence est tombé d'un coup. On aurait pu entendre une mouche voler. Je me suis tourné vers Jane, abasourdi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé. Jane était furieuse,
plus que je ne l'avais jamais vue. Elle s'est tournée vers Christy. Tu savais, pas vrai? Tu savais pour la liaison de maman, et tu l'as aidée à la cacher. J'ai regardé Christy, et je jure qu'elle est devenue livide. Elle n'a rien dit. Elle est restée là, silencieuse, l'air coupable à en crever. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Jane disait la vérité. Ma propre fille, mon aînée, savait pour l'infidélité de sa mère. Non seulement elle savait, mais elle l'avait activement aidée à la dissimuler. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas juste de la colère, c'était de la trahison par-dessus la trahison. Comme si le couteau déjà planté dans mon dos venait d'être tourné encore et encore. Je l'ai regardée et j'ai demandé, c'est vrai? Tu savais? Elle n'a pas répondu. Elle ne l'a pas nié. Elle est juste restée assise, les yeux baissés sur ses genoux. Ma femme a essayé d'intervenir pour détourner la conversation. Ne faisons pas ça maintenant, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ce n'est pas le moment. Jacques l'a interrompu. Tu te fous de moi? C'est toi qui as fait ça, et maintenant Christy t'a aidé. T'es incroyable. Le dîner est devenu un vrai chaos. Jane a quitté la pièce en claquant la porte. Jacques criait sur Christy, et Daniel restait là, figé, complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'étais trop en colère, trop blessé, trop submergé pour comprendre ce qui se passait. Je me suis levé, j'ai regardé Christy et j'ai dit, on ne va plus parler pour le moment. Je ne peux même pas te regarder. Puis je suis sorti. J'ai passé probablement 1 heure dans ma voiture cette nuit-là, à essayer de tout digérer. Ma femme m'avait trahi, mais Christy, jamais je n'aurais cru qu'elle serait capable d'une chose pareille. Je sais qu'elle est proche de sa mère, mais couvrir une liaison, aider à me mentir, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir lui pardonner un jour. Quand je suis rentré à la maison, tout était silencieux. Tout le monde était parti. Je me suis assis dans le noir un long moment, avec l'impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus essayer d'arranger les choses avec Christy. Pas maintenant. Pas après ça. J'avais déjà perdu ma femme, et maintenant j'avais l'impression d'avoir perdu ma fille aussi. Après ce désastre à l'anniversaire de Jane, j'ai passé les jours suivants dans un brouillard. Je dormais à peine. Je restais assis à la table de la cuisine, une tasse de café froide devant moi, à fixer le vide. Le silence de ma maison, qui autrefois me semblait apaisant après une longue journée, me paraissait maintenant lourd et étouffant. C'est étrange comme tout peut avoir l'air pareil, mais ne rien ressentir pareil. La vérité, c'est que ce que Jane a révélé à propos de Christy m'a brisé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. J'ai toujours pensé que si mon mariage venait un jour à s'effondrer, et soyons honnêtes, personne ne pense que ça arrivera, mes enfants resteraient mon ancre. Je croyais que peu importe ce qui se passerait entre leur mère et moi, ils sauraient au moins que j'avais tout fait pour cette famille. Mais découvrir que Christy, ma fille aînée, celle que je portais sur mes épaules quand elle était petite, celle pour qui je veillais tard pour l'aider à faire ses devoirs, savait pour la liaison et avait aidé à la cacher, ça m'a percuté comme un train lancé à pleine vitesse. Je n'arrivais pas à m'y faire. Comment on encaisse un truc pareil? Est-ce qu'elle me mentait en face depuis des mois? Depuis quand elle savait? Est-ce qu'elle s'asseyait à table avec moi, riait à mes blagues, tout en sachant que sa mère me trompait? Tout d'un coup, j'ai commencé à douter de tout. Chaque câlin, chaque « je t'aime », chaque conversation qu'on avait eue. Tout me semblait souillé. Je n'ai pas voulu croire Jane au début. J'espérais qu'elle se trompait, qu'elle avait mal compris quelque chose. Mais quand je repensais au regard de Christy ce soir-là, son visage livide, son silence, son incapacité à me regarder dans les yeux, j'ai su. Son silence m'a tout dit. Le lendemain matin, j'ai essayé de me changer les idées. J'ai pris la voiture pour une longue balade sans destination, longeant les routes autour de la ville, les fenêtres ouvertes. Ça n'a servi à rien. Partout où je regardais, tout me rappelait ma famille, la vie que je pensais avoir construite. La station-service où j'avais emmené Christy quand elle apprenait à conduire, le parc où on faisait des pique-niques, la boutique de glace que les enfants adoraient petit. C'était comme si toute la ville se moquait de moi. Quand je suis rentré, je me suis assis pour essayer d'écrire un message à Christy. Je voulais lui demander calmement pourquoi. Pourquoi elle avait fait ça? Pourquoi elle m'avait trahi comme ça? Mais à chaque fois que je commençais à taper, la colère reprenait le dessus. Je débutais par « Comment as-tu pu ?» puis j'effaçais. J'essayais quelque chose de plus doux comme « On peut parler », mais ça me semblait inutile. Qui avait-il à dire? Je savais que je finirais par m'énerver, et je ne voulais pas ça. Alors je n'ai rien envoyé. J'ai passé le reste de la journée à repenser à Christy, à tous nos souvenirs. Quand elle était petite, elle s'asseyait sur mes genoux et me disait que j'étais son héros. C'est moi qui l'ai emmenée à son premier concert, quand elle avait 13 ans. Je me souviens de son sourire, de la façon dont elle me tenait la main tout du long, parce que la foule était immense et qu'elle avait peur de se perdre. Plus tard, quand elle a quitté la maison, elle m'appelait souvent pour me demander des conseils sur les garçons ou ses cours à la fac. Alors comment en est-on arrivé là? Comment suis-je devenu le « méchant » à ses yeux? Je me dis souvent que peut-être je n'ai pas été assez présent comme père. Peut-être que j'ai trop travaillé. Peut-être que je n'ai pas passé assez de temps à créer du lien avec elle, et que c'est pour ça qu'elle a pris le parti de sa mère si facilement. Je n'en sais rien. Je ne le saurai sans doute jamais.
Ce soir-là, j'ai fini par craquer. Je l'admets, sans honte. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon propre père. Ce n'était plus seulement à propos de ma femme. C'était à propos de ma fille. J'ai toujours été le genre d'homme qui tient bon pour les autres. Mais là, je n'y arrivais plus. Je pleurais pour la famille que je pensais avoir, pour la confiance que je croyais solide. J'avais l'impression d'avoir tout perdu en un seul instant. Après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix. Je ne pouvais pas rester dans cette maison à m'apitoyer sur mon sort. Je ne pouvais pas continuer à me torturer en repensant à ce que Christy avait fait ou pourquoi. Je l'aime. C'est ma fille. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas réparer ça, pas maintenant. Elle a fait son choix, et je ne peux pas la laisser me faire culpabiliser pour sauver un mariage déjà mort. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Pas long. Juste. Christy, je t'aime, mais j'ai besoin de temps. Je ne peux pas parler de tout ça avant d'avoir eu le temps de digérer. J'espère que tu comprendras. Elle n'a pas répondu. Ça m'a fait mal de ne rien recevoir, mais d'une certaine façon, ça m'a aussi apporté un peu de paix. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Christy veut me faire porter la responsabilité de l'éclatement de la famille. Mais je refuse de porter ce fardeau. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas menti. Je ne l'ai pas entraîné dans ce chaos. C'est sa mère qui a fait tout ça. Et si Christy veut l'ignorer, c'est son choix, pas le mien. J'ai décidé de me concentrer sur les enfants qui, eux, comprennent. Jacques n'a pas reparlé à sa mère depuis l'anniversaire de Jane. Il est en colère, mais je vois qu'il essaie de garder la tête froide. On en a brièvement discuté, et il m'a juste dit « Maman a merdé. Ce n'est pas ta faute ». L'entendre dire ça m'a fait réaliser que je n'étais pas seul. Jane est restée discrète depuis son éclat, mais je lui ai parlé l'autre jour pour prendre de ses nouvelles. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle d'avoir défendu la vérité, même si ça avait provoqué un scandale. Elle a eu les larmes aux yeux et m'a dit « Je voulais juste que la vérité sorte ». Je l'ai prise dans mes bras, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que peut-être, tout irait bien. Daniel garde encore ses distances, mais je sais qu'il finira par venir vers moi. Il a toujours été celui du juste milieu, et je ne lui en veux pas de ne pas vouloir choisir de camp. Quant à ma femme, je ne lui ai plus parlé directement depuis la soirée d'anniversaire. Mon avocat s'occupe de tout désormais, et je compte bien que ça reste comme ça. Moins j'ai de contact avec elle, mieux je me porte. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec Christy. Peut-être qu'un jour elle réalisera ce qu'elle a fait et qu'on pourra reconstruire quelque chose. Ou peut-être qu'on ne s'en remettra jamais. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas la forcer à voir la vérité, et que je ne la laisserai plus me manipuler par la culpabilité. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois, en me concentrant sur les enfants qui, eux, sont encore là pour moi.